Bonjour, je suis le professeur Achour Nassima, infectiologue au centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou et enseignante à la faculté de médecine de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Je vais vous présenter un cours intitulé Le Zona. Quand y penser, comment y penser et que faire? Les objectifs de ce cours seront comme suivant. Savoir y penser, quand, quels risques, comment prendre en charge, quel traitement et quand l'instaurer, attention aux formes graves, que faire devant les algies et quelle est la prévention. Qu'est-ce que c'est un zona? Le zona est une maladie virale infectieuse. Elle est faiblement contagieuse, non immunisante. Elle est due au même virus que celui de la varicelle. Ce virus s'installe à vie dans les ganglions nerveux. Il reste à l'état qui est sain. On dit qu'il est endormi. Et puis, à un moment, lors d'un stress, d'une baisse de l'immunité, il se réveille. Il se réactive à tout moment, surtout lors d'une baisse de l'immunité, comme nous venons de le dire. C'est une urgence diagnostique, voire même thérapeutique pour certains terrains et pour la forme généralisée. Le zona est l'expression clinique de la réactivation du virus varicelle zona. Préexistant à l'état latent dans les ganglions sensitifs, rachidiens et crâniens. C'est une éruption douloureuse de la peau, localisée dans le territoire innervé par une racine nerveuse. Le diagnostic est essentiellement clinique. Son pronostic, bien qu'il soit réputé pour être bénin chez le sujet immunocompétent, chez le sujet immunodéprimé, il pose néanmoins un certain nombre de problèmes. Des complications graves peuvent survenir. Elles sont de type oculaire, des séquelles à type d'algie, des formes diffuses chez l'immunodéprimé. Il est important de savoir que le zona ne récidive généralement pas en l'absence d'une immunodépression. Un seul zona, différent des récurrences à herpès simplex virus, mais possible récidive. 4% des patients feront un deuxième zona, un troisième zona est rare. Les sujets contacts peuvent développer la varicelle, mais pas un zona. Possible de faire un zona chez le nourrisson après varicelle durant la grossesse de la mère. Quand y penser? On y pense lors de la survenue d'une douleur. Cette douleur a différents types. Elle est intense. Elle peut aller d'un simple picotement localisé sur la peau, un prurite, voire une douleur lancinante, une brûlure intense ou une décharge électrique, le tout survenant sur le trajet radiculaire. Il est suivi d'une éruption de type maculo-papuleuse puis vésiculeuse. L'éruption est de type maculo-papuleuse comme vous le voyez sur l'image. Elle prend au décours de l'évolution en 2 à 3 jours un aspect vésiculeux. Quand survient-il? Il survient lors de la baisse des défenses immunitaires, suite à un stress, exemple un traumatisme, au décours d'une fatigue, des dysménorrhées, sans cause parfois un mécanisme donc inconnu. Que faire? Il faut y penser. Ce n'est pas toujours évident, mais très important, il faut consulter. L'agent responsable est un herpès virus type 3 dont l'identité a été affirmée par Weller et Colt en 1952. C'est un virus de taille environ 200 nanomètres. En microscopie électronique, il a une morphologie comparable à celle des autres herpès virus. Néanmoins, son génome viral est constitué d'une molécule d'ADN bicaténaire entourée d'une capside et une enveloppe composée d'une double couche lipidique. Le plus contagieux des herpès viridés, mais il est fragile. Il perd sa virulence en milieu extérieur. Il est sensible à l'éther et aux détergents. Il a un effet cytopathogène sous forme de foyer de dégénérescence et de nécrose. Son réservoir est strictement humain. Le sujet infecté garde même après la guérison le virus à l'état latent au niveau des ganglions sensitifs. Comment se fait la contamination? Selon quel mode? Cette contamination, elle est endogène. Le virus est présent à l'état latent dans l'organisme.
Il est présent surtout au niveau des ganglions sensitifs. Il chemine le long du trajet nerveux jusqu'au dermatome innervé par le nerf. Parfois, il est secondaire à des facteurs déclenchants à l'origine d'une diminution de l'immunité cellulaire. Quelles sont ces modalités épidémiologiques? Il faut savoir que c'est une affection cosmopolite, sporadique, sans prévalence saisonnière. Les deux sexes peuvent être touchés de façon égale. La fréquence augmente avec l'âge, exceptionnel chez le nourrisson, il peut s'observer chez l'enfant, il survient surtout après l'âge de 50 ans. Race, il touche toutes les ethnies. La saison, il n'y a pas de prévalence saisonnière. Des facteurs favorisants sont par contre rapportés et notés. L'âge, l'immunodépression cellulaire, l'infection à VIH, la maladie d'Hodgkin, un lymphome et un traitement par des immunosuppresseurs et une corticothérapie au long cours. De même qu'un immunocompétent peut faire un zona. Contrairement à la varicelle, la contagiosité du zona est faible. Cependant, peut provoquer une varicelle chez le sujet contact réceptif. Zona peut donner une varicelle chez un sujet contact. Mode d'installation, sa physiopathe. Après contamination respiratoire, la durée de la période d'incubation est d'environ de 14 jours. Le virus zona varicelle atteint la peau et les muqueuses par dissémination hématogène. Il se réplique dans les kératinocytes où il provoque un effet cytopathique responsable de la formation des vésicules typiques de l'éruption. Le virus zona varicelle reste à l'état latent dans les ganglions sensitifs des nerfs crâniens et rachidiens. Le zona est donc une récurrence localisée par rupture de l'état de latence virale due à des modifications de la pathogénicité du virus et ou de l'immunité cellulaire. Le vieillissement du système immunitaire explique la plus grande fréquence du zona chez les sujets âgés. Le zona est donc une récurrence unique de la varicelle. Quels signes? Son signe majeur est la douleur. La douleur, elle emprunte d'une façon précise le trajet d'un nerf du tronc. Elle est caractérisée par sa chronicité, son intensité et voire sa difficulté thérapeutique. Elle peut être de type aigu ou évoluer vers la chronicité. La douleur aiguë, elle traduit l'inflammation aiguë du nerf sensitif et du ganglion. L'existence d'hémorragie intraneuronale et intraganglionnaire, l'altération directe des neurones par neurolyse, constituent donc les éléments invoqués pour expliquer l'état d'hyperexcitabilité des neurones de la corne postérieure de la moelle, la douleur aiguë et l'hyperesthésie cutanée. La douleur chronique, c'est le passage après l'étape éruptive, c'est ce qu'on appelle la douleur post-zostérienne, ou bien névralgie post-herpétique serait liée. Elle est due à des lésions de démyélinisation et de fibrose cicatricielle au niveau des axones, avec un seuil de stimulation abaissé et une hyperexcitabilité centrale entretenue par les nocicepteurs. L'éruption vésiculeuse de topographie radiculaire est unilatérale. La clinique, elle se fait en deux phases. Nous allons prendre comme type de description le zona intercostal gauche. La phase prééruptive est caractérisée par la douleur, qui est le maître symptôme. C'est une douleur aiguë. Elle siège dans le territoire où va apparaître l'éruption, qui sera de type unilatéral et en hémiceinture. Elle va s'accompagner d'un syndrome infectieux qui est discret, fait d'un fébricule à 38 degrés Celsius, parfois un malaise général, des céphalées vives avec courbatures et rachialgie. Des adénopathies satellites légèrement sensibles peuvent être rapportées. Une hyperesthésie du territoire est notée. La phase d'état, elle est caractéristique, c'est l'éruption, c'est l'exanthème. C'est elle qui permet, associée à la douleur, de poser le diagnostic. Elle est caractérisée par une topographie, par un aspect et par une évolution.
La topographie, elle est unilatérale en hémiceinture. Elle siège le long d'une racine nerveuse. Peut parfois déborder sur les métamères contigus, mais ne dépasse pas ou peu la ligne médiane. Sur l'un des côtés de la poitrine apparaissent des plaques ovales. Elles sont séparées par des intervalles de peau saine. Sur chaque plaque se forment rapidement des vésicules à contenu liquide clair puis citrin. Deuxièmement, son aspect. Son aspect, il est de 3 types. Au début, érythémateux, puis vésiculeux, puis une phase de dessiccation. L'aspect érythémateux, vésiculeux en 12 à 24 heures, puis bulleux, et la phase de dessiccation vers le 4e au 5e jour, c'est le dessèchement, la constitution des croûtes et des cicatrices. La phase érythémateuse, elle est constituée d'éléments maculeux ou papuleux rouges ou maculo-papuleux. Ils sont de sièges latéraux-thoraciques et latéraux-dorsaux. Ils peuvent former un véritable placard. Les éléments vésiculeux, en 12 à 24 heures, se couvrent de vésicules à contenu à liquide clair ou rarement hémorragiques. Ils sont isolés en bouquets, puis ils confluent parfois en bulles polycycliques. La phase de dessiccation, elle se fait vers le 4e au 5e jour. Les vésicules se troublent, se dessèchent en formant des croutelles qui tombent en 10 jours et laissent une cicatrice au début rose, puis blanche. L'évolution, elle se fait après 2 ou 3 poussées successives. L'éruption peut guérir en 2 à 3 semaines au prix d'une cicatrice blanchâtre, permettant parfois de faire le diagnostic rétrospectif en raison de leur topographie particulière. Donc, un zona, l'évolution se fait par poussées successives, d'où la notion d'éléments d'âge différents. Des manifestations vont être associées à cet exanthème et à cette douleur. La douleur, bien sûr, son intensité, elle est variable, ressemblant à des décharges électriques, des brûlures, des élancements ou des piqûres. Parfois, c'est la seule manifestation du zona. Mais une hypoesthésie, voire une anesthésie dans le même territoire peut faire évoquer le diagnostic. Ce qui est difficile, c'est qu'elles peuvent persister comme séquelles et on parlera alors des algies post-zostériennes. Pour le syndrome infectieux, il est le plus souvent modéré, inconstant, avec fièvre, céphalée et un syndrome méningé discret, voire des adénopathies satellites. La conséquence de cette éruption, de cette douleur, c'est que ces douleurs sont franchement insupportables. C'est des brûlures, c'est des décharges électriques. Elles vont entraîner un trouble du sommeil, voire des insomnies, des maux de tête à type de céphalée et des troubles du comportement, une irritabilité, une instabilité, voire une activité quotidienne perturbée. Parfois, des complications peuvent émailler l'évolution. Elles seront à type de surinfection locale, voire de nécrose de la peau. Heureusement que c'est rare. Mais les douleurs post-zostériennes se voient chez le sujet âgé. Elles peuvent devenir chroniques et très invalidantes. Dans le zona ophtalmique, baisse de l'acuité visuelle, voire d'une cécité. Chez l'immunodéprimé, il y a un risque que l'infection se généralise et atteigne plusieurs organes. Les formes cliniques, elles seront classées fonction de leur topographie et fonction du terrain sur lequel elles peuvent survenir. Fonction de la topographie, nous avons les zonas rachidiens et les zonas crâniens. Pour les zonas rachidiens, c'est observé dans la majorité des cas. Ça peut être des zonas de sièges cervicaux, de C1 à C3, c'est un zona cervico-occipital. De C3 à C4, c'est un zona cervico-claviculaire. De C4 à C7, c'est un zona brachial. Nous allons
vous montrer des photos de patients que nous avons eu à prendre en charge. Un exemple, une jeune femme de 21 ans admise pour un zona cervico-occipital, donc atteinte du zona siégeant entre C1 à C3. Sa caractéristique, c'est qu'il est très douloureux. Il touche le cuir chevelu et le pavillon de l'oreille. Pour un zona siégeant de C3 à C4, c'est ce que nous appelons un zona cervico-claviculaire, comme on l'objective sur les photos. Il touche la région cervicale, il touche la région claviculaire, une bonne partie de l'épaule, voire il descend vers la naissance du sein. Un zona brachial qui s'étend, qui prend la région brachiale, l'aisselle et le bas du bras. L'évolution d'un zona intercostal avec les différentes phases de la phase maculo-papuleuse, donc érythémateuse, vésiculeuse, puis la phase de dessiccation vers J9 avec formation des lésions croûteuses et laissant en place une cicatrice rougeâtre qui deviendra dans le temps blanchâtre. Pour les zonas rachidiens, nous avons le zona lombo-abdominal. Il siège au niveau de l'abdomen, la région inguinale et les organes génitaux. Pour le zona des membres, lui, parfois il s'accompagne avec une paralysie des nerfs moteurs, avec atteinte du sciatique poplité externe entraînant un steppage. Parfois, la paralysie peut régresser en quelques semaines, mais elle peut durer jusqu'à 8 semaines après l'éruption avec des troubles vasomoteurs et atrophiques. Nous avons ici un zona au membre supérieur gauche chez une femme âgée de 62 ans avec une atteinte radiale. Un zona au membre inférieur gauche chez un homme de 46 ans. Pour le zona des racines sacrées, il se traduit par une atteinte de la fesse, du sacrum et du pyrénée. Atteinte de la fesse et du sacrum et du périnée chez une femme âgée de 70 ans. Zona des racines sacrées avec atteinte de la fesse, du sacrum et des organes génitaux. Atteinte de la fesse, du sacrum chez une femme de 54 ans. La fesse et le sacrum. Zona des racines sacrées qui est rare. C'est une atteinte interfessière et du périnée. Ici, c'est chez une femme de 21 ans, grossesse sur grossesse jeune de 8 semaines. Parfois, ce siège peut s'accompagner d'une anite, d'une vulvite et d'une dysurie. Pour le zona des nerfs crâniens, nous avons le zona ophtalmique, le zona du ganglion géniculé, le zona bucco-pharyngé, le zona pharyngo-laryngite et le zona par atteinte du 10. Pour le zona ophtalmique, c'est le plus fréquent et le plus grave. Il traduit l'atteinte du ganglion de Gasser. Sa réactivation dans la première branche du trijumeau, nerf ophtalmique de Willis, à partir du ganglion de Gasser, avec atteinte du nerf sensitif 5 à 3 branches, la frontale, la nasale et la lacrymale. Il est caractérisé par une douleur qui est vive, unilatérale, frontale et ou orbitaire, parfois atteinte nasale.
associée à une anesthésie cornéenne, voire des adénopathies prétragiennes ou sous-maxillaires. Il peut toucher l'une ou les 3 branches du nerf ophtalmique. La branche frontale, ça sera l'atteinte de la paupière supérieure et le front. La branche lacrymale, la moitié externe de la paupière inférieure, la région temporale et la conjonctive bulbaire avec hypersécrétion lacrymale homolatérale. L'atteinte de la branche nasale, celle-ci elle peut être interne ou externe. Si c'est une atteinte de la branche interne nasale, c'est l'atteinte de l'aile du nez, la cloison nasale, la face postérieure de l'os propre du nez avec un coryza douloureux et homolatéral. Si c'est une atteinte de la branche externe nasale, là c'est une atteinte de la racine du nez touchant l'angle interne de l'œil avec l'atteinte de la conjonctive. Le risque est grand et multiple. C'est surtout les complications oculaires. Elles peuvent être précoces et tardives. Précoces, ça peut être une conjonctivite, une kératite superficielle, voire un iritis et une iridocyclite. Si ce sont des complications tardives, c'est dire qu'elles vont apparaître vers la 3e semaine, ça peut être une kératite neuroparalytique avec une atteinte iridociliaire. Les zonas des nerfs crâniens pour le zona du ganglion géniculé. Alors lui, c'est une atteinte dans la zone de Ramsay et Hunt, avec une atteinte du nerf 7. Il peut se traduire fonction du territoire atteint, d'otalgie et d'une éruption. Il peut se compliquer d'une paralysie faciale périphérique. La branche sensitive du nerf facial 7 ou l'intermédiaire de Vriesberg, selon l'importance du territoire atteint, on peut noter des otalgies qui vont être vives avec des adénopathies prétragiennes, une agénésie des 2/3 de l'hémilangue et une éruption de la zone de Ramsay-Hunt avec atteinte du tympan, conduit auditif externe, la conque du pavillon de l'oreille et une paralysie faciale périphérique. Si c'est une atteinte avec trouble cochléo-vestibulaire, c'est l'atteinte du nerf cochléo-vestibulaire, le 7. Il va s'accompagner de vertiges, de nystagmus, d'une surdité et d'un bourdonnement de l'oreille. Chez un enfant de 3 ans, c'est un ganglion géniculé, donc c'est un zona otitique, caractérisé par l'agueusie des 2/3 antérieurs de la moitié de la langue. Quand c'est une atteinte avec cochléo-vestibulaire, les signes traduiront l'atteinte du 7 associé. Un zona otitique avec une paralysie faciale chez une jeune fille. Pour le zona bucco-pharyngé, il est souvent associé à l'atteinte ophtalmique. Si c'est l'atteinte du nerf maxillaire supérieur, il va se traduire par une éruption de l'hémivoile du palais, de son pilier antérieur et de la luette avec atteinte du 5, branche 2. Si c'est une atteinte du nerf maxillaire inférieur, c'est une éruption sur la langue, la gencive et la lèvre inférieure. Zona maxillaire inférieure, territoire de la branche 3. Pour le zona pharyngo-laryngite, il est rare. Nous n'avons pas malheureusement d'iconographie à vous montrer. Il faut juste savoir que c'est une éruption pharyngée postérieure. Le zona du 10 se traduit par une dysphagie, des nausées, des vomissements, des gastralgies avec irrégularité du rythme cardiaque. C'est un zona qui est souvent à l'origine d'une errance de diagnostic. C'est par le polymorphisme des manifestations cliniques qu'il présente. Nous avons dit que leur classification se faisait fonction de leur topographie et fonction du terrain. Pour les terrains, chez l'enfant,
chez la femme enceinte, chez le vieillard et chez l'immunodéprimé. Chez l'enfant, c'est un tableau aigu, fait de fièvre, voire un syndrome méningé. L'éruption, elle est intense et douloureuse. Les algies post-zostériennes sont rares. Chez la femme enceinte, il n'est point dangereux. Il n'y a pas de vérémie, sauf si déficit immunitaire chez la mère. Alors que chez le vieillard, les éléments en réalité sont peu nombreux, mais la douleur est intense et les algies post-zostériennes sont fréquentes. Chez l'immunodéprimé, l'association zona avec immunodépression chronique acquise, VIH, est particulièrement fréquente. C'est une forme particulière et multimétamérique, nécrotique et extensive. Parfois, elle est à l'origine de la découverte de la séropositivité. Un exemple d'un zona généralisé chez un immunodéprimé âgé de 37 ans, suivi pour une polyarthrite rhumatoïde avec une maladie de Crohn. Les éléments ont débuté au niveau de la plante des pieds, en inter-orteil, puis atteintent de la face extérieure de la jambe avec extension rapide le long du nerf sciatique poplité externe, diffusion au niveau du dos, donc c'est une atteinte généralisée avec atteinte pulmonaire comme nous l'objectivons au téléthorax de face. Donc le diagnostic positif, il est essentiellement clinique. Ainsi, des formes frustes ou à localisation particulière, il faudra recourir au cytodiagnostic de Tzanck, un prélèvement virologique ou carrément à une sérologie où la réponse elle est de type secondaire avec une réascension des anticorps anti-virus zona varicelle au moment du zona avec une élévation et présence d'un pourcentage d'immunoglobuline M. La recherche de la pathologie sous-jacente entraînant le déficit immunitaire comme une néoplasie, une immunodépression acquise, l'HIV ou un diabète doivent être recherchés systématiquement, ce qui impose donc la réalisation d'une formule numération sanguine, un taux de plaquettes, un bilan inflammatoire avec une vitesse de sédimentation, un taux de CRP, une électrophorèse des protéines. Il faudra réaliser également un bilan biochimique, un ionogramme, une glycémie, une urée et une créatinémie, faire un téléthorax de face et de bout chez le patient, de même que réaliser la sérologie HIV 1 et 2, surtout avec l'accord du patient. Pour le diagnostic différentiel, il se fera devant l'aspect de l'éruption et quand celle-ci, elle siège au visage. Devant l'aspect de l'éruption, il se fera avec toutes les infections herpétiques, tout en sachant que le cytodiagnostic ne fera pas la différence. Au niveau du visage, il faudra penser à une staphylococcie de la face, à un érysipèle de la face, à un syndrome de Quick et à un eczéma. L'évolution. Il faut savoir qu'elle est le plus souvent favorable. Donc, en 3 semaines, sans récidive, cicatrice, parfois visible. Néanmoins, des récidives, elles peuvent se voir surtout au cours du sida. Et les douleurs séquelaires, c'est l'apanage du sujet âgé, surtout. Ce sont des algies post-zostériennes. Elles sont d'autant plus fréquentes, prolongées et graves que le zona est ophtalmique et le patient est âgé. Pour les complications, elles peuvent être variées. Elles peuvent se voir aussi bien chez l'immunocompétent que chez l'immunodéprimé. Elles peuvent être de siège local, elles peuvent être de type ophtalmique et de type neurologique. Quand elles sont de siège local, ça peut être des surinfections. Malheureusement, elle gardera des cicatrices inesthétiques, blanchâtres, mais insensibles. Chez l'immunodéprimé, c'est la généralisation, et voire des complications viscérales, surtout avec atteinte pulmonaire. Quant aux complications ophtalmiques, elles sont très variées et elles imposent en urgence une consultation en ophtalmologie. On peut avoir des conjonctivites, on peut avoir des kératites dans environ 35% des cas. Elles peuvent être précoces ou tardives avec risque de séquelles. Elles peuvent être d'autres types, heureusement que c'est rare, un tableau de sclérite, voire une épisclérite,
une évéite antérieure, voire un glaucome ou carrément une atteinte du nerf optique avec risque de cécité, voire un syndrome de nécrose rétinienne aiguë. Il est très rare d'avoir une complication des zonas ophtalmiques à type de vascularite cérébrale. Elle est responsable d'hémiplégie ou d'hémiparésie contralatérale, plus fréquente chez les sujets immunodéprimés. Pour les complications neurologiques, elles sont heureusement transitoires. Ça peut être un tableau de méningite lymphocytaire, ça peut être des céphalées intenses qui persistent, ça peut être des paralysies dans le zona des membres inférieurs, comme une parésie, voire une paralysie parfois extinction de l'infection à la racine et à la corne antérieure de la moelle, à l'origine d'algodystrophies qui peuvent apparaître 4 à 8 semaines après. Ça peut être des troubles sphinctériens quand c'est une localisation sacrée. Ça peut être des paralysies radiculaires régressives. Mais les complications par atteinte des nerfs oculomoteurs ou le facial peuvent être atteints lors des zonas par atteinte du trigéminé. Ce sont des paralysies extrinsèques, donc par atteinte du 3, du 4 ou du 6 ou intrinsèques non régressives, alors à l'origine d'anomalies pupillaires. Les séquelles, elles sont d'autant plus fréquentes et importantes que le sujet est âgé. Ce sont des douleurs post-zostériennes, principale complication lors des localisations céphaliques. La douleur persiste au-delà de la cicatrisation, plus d'un mois après la survenue d'un zona. Parfois, elles disparaissent dans un délai de 6 mois, parfois elles peuvent être définitives. Autres séquelles, ce sont les cicatrices. Les troubles trophiques avec peau fine, ostéoporose, voire les algodystrophies du membre supérieur en cas d'un zona cervico-brachial ou des algodystrophies au niveau des membres inférieurs. Maintenant, on peut être confronté à avoir des dermatoses. Elles sont de type varié qui peuvent apparaître sur le dermatome d'un zona ancien. Parfois, ça peut être un granulome annulaire, des réactions sarcoïdosiques, de vascularite granulomateuse ou de pseudolymphocytaire ou même de maladies de Kaposi. Quelles seront nos mesures thérapeutiques? Elles sont à 3 axes. Il y a un but dans notre prise en charge, une prévention possible et un traitement curatif. Le but essentiel est d'éviter la surinfection des lésions et de soulager la douleur. La prévention, c'est d'éviter. Il est indispensable d'éviter le contact des immunodéprimés et des nouveau-nés avec un sujet atteint d'une varicelle ou d'un zona actif. Quant aux mesures curatives, elles reposent sur une hospitalisation si c'est une forme extensive, s'il y a une immunodépression suspectée ou en cas de complications locales handicapantes. Nous avons des mesures symptomatiques en attendant la guérison qui peut être spontanée. Pour cela, on aura recours à de l'éosine, un asséchant pour assécher les lésions. On peut recourir à des antalgiques, voire des sédatifs, à type d'antalgique usuel, surtout le paracétamol codéiné. Il faut savoir que ces antalgiques sont donnés par palier de seuil de la douleur. Autrefois, on avait recours aux neuroleptiques du groupe phénothiazine, comme le Nosinon, voire à des antidépresseurs tels que le tofranil, l'anafranil et l'aroxyl, et on faisait des associations. Actuellement, on a de bonnes réponses avec des antiépileptiques comme le Tegretol et on doit assurer concomitamment un rééquilibre hydroélectrolytique et le repos absolu au lit pour les patients. Le traitement spécifique repose sur un antiviral, c'est l'aciclovir. Il existe sous forme de comprimés de 200 mg, de comprimés de 800 mg, d'ampoules injectables à 250 mg, voire 500 mg. Il existe également en présentation en pommade de 2 g ou de 10 g et une pommade ophtalmique de 4,5 g. Néanmoins, la posologie, elle est de 10 mg par kilo toutes les 8 heures. Il faut savoir que cet antiviral agit sur l'herpès simplex virus de type 1, de type 2, le virus zona varicelle, mais son action demeure insuffisante sur le cytomégalovirus et l'Epstein-Barr virus. Il inhibe la synthèse des ADN virales, il agit sur le virus en phase de multiplication, n'agit que sur les cellules infectées, donc il est peu cytotoxique.
Les mesures préventives des douleurs, on peut recourir à un traitement par voie générale. Il faut savoir que la durée de ce traitement, elle est de 10 jours si le sujet est âgé de plus de 50 ans. Elle est en prévention des algies post-zostériennes. On peut recourir donc à d'autres antiviraux que l'acyclovir s'il n'est pas disponible en présentation en comprimé. On peut recourir au valacyclovir Zelitrex par voie orale ou bien au famciclovir Loravir. Il faut savoir que ces traitements ne sont efficaces pour agir sur les douleurs post-zostériennes, les prévenir s'ils sont administrés dans les 72 premières heures de la douleur. Les indications. Chez l'immunocompétent, il n'y a pas de traitement antiviral. On peut recourir à des antiseptiques et des antalgiques. Il faut savoir que l'association des deux améliore le confort du malade. Le sujet âgé pose un problème de prévention des algies post-zostériennes. Pour le zona ophtalmique, le pronostic visuel est mis en jeu. Le traitement doit être entrepris précocement. Acyclovir, 10 mg par kilo toutes les 8 heures pendant 10 jours avec un traitement local et un examen ophtalmologique au début et vers la fin. Chez l'immunodéprimé, l'acyclovir est indiqué dans le zona localisé et le zona généralisé à la même dose, c'est-à-dire 10 mg par kilo toutes les 8 heures sur une durée de 10 jours. Il faut savoir que ce traitement curatif, il est administré en fonction de l'état immunitaire du patient et fonction de la localisation du zona. Et de même que le médecin pourra également le donner des traitements antiviraux fonction de l'état du patient, de la localisation et il est seul juge. Il est important de savoir que l'examen ophtalmologique est indispensable s'il y a une atteinte ophtalmique. Il faut consulter un neurologue en cas d'algie post-zostérienne, surtout si elles sont intolérables. La prévention est-elle possible? Oui. Un vaccin existe contre le zona, mais il ne fait pas partie de notre prévention dans nos mesures thérapeutiques dans notre pays. Il s'administre chez le sujet âgé plus de 62 ans. En conclusion, nous dirons que le zona est une affection généralement bénigne. Son diagnostic est essentiellement clinique. Il est généralisé. Il fait toute la gravité, surtout s'il survient sur un terrain immunodéprimé. S'il est de siège ophtalmique, il peut compromettre le pronostic visuel et entraîner une cécité irréversible. Le traitement repose essentiellement sur les antiviraux, notamment l'acyclovir. Mais les algies post-zostériennes qui peuvent conduire jusqu'au suicide constituent la principale complication dont le traitement reste très difficile. Merci.